Les Français parlent aux Français du bout du monde. Bonjour à toutes et tous. Pour cette émission qu'aujourd'hui nous aurions pu rebaptiser, en hommage à la période considérée, Les Français du bout du monde parlent aux Français. Nous allons retrouver par la voix un grand homme qui s'exprimait simplement et clairement et dont la voix du Béarn est la seule à détenir le témoignage aujourd'hui inestimable parce que cet homme a disparu. Ce monsieur, avec un M majuscule, dont il nous aurait sans doute dit que cette initiale n'était pas nécessaire, c'est Jean Billot, que vous connaissez peut-être déjà. Le capitaine Jean Billot a traversé quasiment un siècle, 99 ans. Dans ce siècle, comme tous ses contemporains, mais bien davantage que la majorité, il a côtoyé durant une bonne cinquantaine d'années des personnalités exceptionnelles et des événements extraordinaires. J'aurais également pu dire formidables, mais dans le sens historique du terme, à savoir parfois effrayant. Et malgré tout, lorsqu'il nous a relaté sa vie, il disait qu'il avait simplement été au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas eu pourtant que de bons moments dans cette vie. Christian Paris nous relate l'adolescence de Jean Billot parce que il a participé à cette émission, tout comme le général Philippe Carpentier, général de division aérienne en 2e section, et évidemment mon habituel complice Joël François Dumont. Mais tout de suite, c'est donc Christian Paris qui nous présente Jean Billot. On doit forcément commencer par la chronologie de sa jeunesse. Jean est né dans une famille modeste, ce qui nous rendra son mérite plus tard que plus grand. Orphelin de père très tôt, son père était conducteur de locomotive et est mort en service. Jean a été élevé par sa mère. Pour vous donner une indication sur le caractère qui se dessine, à 15 ans, Jean imite la signature de sa mère pour aller faire signer le dossier par le maire, le renvoyer et postuler à s'engager un jour comme aviateur. À 15 ans, en plus à l'époque, c'était pas une démarche très répandue. Jean a 20 ans, il est marié, il a un enfant, son épouse attend le second, et il décide qu'il faut aller retrouver ce général qui parle aux Français, il faut aller l'aider. Et Jean part avec son meilleur ami et entreprend une délicate traversée des Pyrénées en cet hiver 42 particulièrement froid et hostile. Il faut traverser, il faut cheminer dans les ruisseaux pour déjouer le flair de ces redoutables auxiliaires que sont les chiens des patrouilles. Et après avoir cru réussir, Jean et son meilleur ami André Gréard, qui l'accompagne et qui a fait une magnifique carrière de commandeur Air France, sont arrêtés par la Guardia Civile espagnole. Ils sont évidemment interrogés et finalement, ils sont internés au terrible camp de concentration de Miranda, qui n'avait rien à envier à ses homologues allemands. Pour Jean et André, qui étaient d'origine rurale, la vie a été un tout petit peu moins difficile à supporter que leurs camarades citadins, qui étaient moins habitués à des situations aussi rudes. Jean a eu une réflexion qui est très intéressante parce qu'elle donne beaucoup de perspectives sur cette vie en camp de concentration qu'il a connue pendant 6 mois. Et où il dit que cette vie en camp de concentration rebat toutes les cartes, en particulier celle de l'ordre social. Et vous allez sans doute trouver que Jean Billot répond presque timidement à cette présentation lorsqu'il parle de ce terrible camp de Miranda del Ebro. Ce camp fut monté dans la province de Burgos, une province qui, dans la guerre civile espagnole entre 1936 et 1939, s'était majoritairement ralliée aux couleurs des insurgés. Mais la ville de Miranda avait continué de résister. La répression des troupes franquistes a été très féroce et donc le camp a été créé pour assurer cette répression.
Ce camp ne fermera définitivement ses portes dans l'Espagne toujours franquiste qu'en 1947, donc bien après le passage des Européens en quête de liberté et de poursuite contre l'occupant. Oui, j'ai appris la vie, tout simplement, que je ne connaissais pas. J'ai appris à survivre surtout et à partager la moindre des choses avec mes amis dans la baraque 11. C'était très difficile. Lorsque je suis arrivé à Miranda, il était minuit, on nous a indiqué cette baraque pour se coucher. Le lendemain, il y avait des gens qui sont venus nous apporter du café, qui n'était pas du café d'ailleurs, dans les péroles, ce que nous appelions les péroles, c'était une grande bassine. Et je n'avais rien pour boire. Pas de verre, bien sûr, et pas de timbales. Pas de timbales. J'ai trouvé une vieille boîte de conserve devant la baraque. Je l'ai nettoyée avec du sable. Les gens allaient uriner devant la baraque, bien sûr. Je l'ai nettoyée avec du sable parce qu'il n'y avait pas d'eau à Miranda. Et j'ai bu mon café pour la première fois comme cela. C'est une histoire, bien sûr, lorsqu'on est jeune, ça permet de... Mais quand même, c'est difficile à supporter au départ. Vous savez, Vous y êtes resté 6 mois, Jean, dans ce camp. Oui. Alors, appel tous les matins en rang, de façon à être compté, et rappel le soir de façon à être compté. Nous étions surveillés la nuit par des sentinelles, alertes à qui étaient placées toutes les 50 mètres sur des miradors, bien sûr, pour éviter les évasions. C'était la vie en camp, et Jean et André ont eu une chance, c'est que comme l'Espagne franquiste manquait de tout à l'époque, ils ont été échangés par les Anglais et la Croix-Rouge contre du blé, qui leur a permis d'être libérés. Oui. Alors, à partir de là... Nous étions le soir, pour l'appel en rang, bien sûr, comme cela, parce qu'il fallait saluer le drapeau, saluer Franco à chaque fois. Et nous avons été désignés, Gréard, moi et une vingtaine d'autres, pour être libérés. Parce que nous étions libérés par petites... certain nombre en fonction des échanges, je suppose. Et on nous a mis dans un train immédiatement pour nous envoyer d'abord sur Madrid, et nous avons croisé un train dans la gare de Madrid, un train de la Légion Azul qui partait en Russie et qui nous ont insultés, bien sûr. Et le train a continué sur le Portugal, où j'ai attendu sur le port de Setúbal pendant 2 jours qu'un bateau vienne nous chercher pour nous emmener sur le Maroc. Et en arrivant à Casablanca, bien sûr, il y avait deux bureaux de recrutement, un pour Giraud et un pour De Gaulle. C'est comme ça que je suis parti sur l'Angleterre, dans un camion, dans des wagons à bestiaux, Casablanca-Alger, pour prendre un bateau qui arrivait, je crois, d'Égypte avec des soldats anglais qui rentraient en Angleterre. Et après 12 jours de navigation, attaqué 3 fois par les sous-marins d'ailleurs, je suis arrivé à Liverpool où j'ai été interrogé immédiatement parce qu'arrivant de France, on nous interrogeait immédiatement par le
commandant Charbonneau, le commandant Charles et un Anglais pendant 15 jours environ, savoir ce que j'allais faire, ce qu'ils allaient faire de moi. Quand ils ont eu ils connaissaient certainement mon curriculum vitae, mais ils m'ont proposé 3 solutions où je rentrais aux services spéciaux en changeant de nom et parachuté au bout d'un certain temps en France, où je rentrais comme pilote d'hélicoptère, comme j'avais un brevet, comme pilote de planeur, comme j'avais déjà fait du planeur, à l'aviation populaire, ou si je voulais immédiatement, parce que je ne pouvais pas compléter ma formation de pilote, il fallait m'envoyer au Canada, et si je voulais faire la guerre, comme mitrailleur. Je suis parti comme mitrailleur. J'ai fait un stage de mitrailleur aux États-Unis. Sur Halifax, parce que je voulais rentrer au groupe Lorraine, mais le général de Gaulle, comme il y avait des gens qui venaient d'être mutés d'Afrique du Nord sur l'Angleterre, il fallait compléter les équipages qu'ils ne connaissaient pas. Alors on m'a mis dans un équipage qui arrivait d'Afrique du Nord, très mal reçu au départ, par la plupart des officiers arrivant d'Afrique du Nord d'ailleurs. Voilà. Je portais mon insigne des forces françaises libres, bien sûr. Lorsqu'on a 20 ans et volontaire pour faire ce travail, on l'a vécu normalement en espérant revenir vivant d'une mission pour aller faire un peu la Java après avec les copains, bien sûr. C'est toujours comme cela que ça se passait. J'ai participé à des bombardements sur Hambourg, par exemple, où nous étions 1000 quadrimoteurs en l'espace de 3 heures. J'ai fait 3 fois Cologne, entre 300 et 400 appareils, de nuit, bien sûr. Hein. Avec Christian, je lui ai raconté, je crois, quelques expériences dans mon livre, dans le livre qu'il a bien voulu écrire, là. Mais c'est difficile. Dans mon équipage, nous étions 7. Le lendemain de mon arrivée en opération, le pilote, qui était un sergent, bien sûr, puisque les officiers, à cette époque-là, n'étaient que navigateurs. Il y avait peu de pilotes. On estimait dans l'armée que le rôle d'un pilote, c'était celui d'un conducteur, c'était pas celui d'un intellectuel. Le commandant de bord, c'était un sous-lieutenant qui avait fait, que j'avais là, bien sûr, mais le pilote était un sergent. Il est parti faire une mission pour voir comment ça se passait en double comme cela, et l'équipage n'est jamais revenu, ni lui. Donc nous sommes retrouvés à 6 en spare. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y avait un mort ou un blessé à bord, nous le remplacions. Et c'est comme ça que j'ai fait 28 missions avec des équipages différents. À ce moment-là, avec ses 28 missions, Jean Billot est déjà au-delà de la norme américaine, puisque le tour normal de service pour les équipages était de 25 missions réussies, qui signifiait un billet de retour pour les États-Unis. Le capitaine Robert Morgan et son équipage seront les premiers à y parvenir en 1943. Jean Billot a donc réalisé 28 missions pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont le poste sans doute le plus dangereux, celui du mitrailleur de queue dans les gros bombardiers Lancaster, des bombardiers caractéristiques de cette époque-là, avec des missions particulières, les bombardements massifs qu'il nous a relatés. Mais nous voici déjà rendus au-delà de cette Seconde Guerre mondiale. À la fin de ce conflit, quelques mois après la fin du conflit, nous sommes au début de l'automne 1945. Jean Billot n'est pas à la fin de ses déconvenues, toujours avec Christian Paris. Quand vous vous êtes présenté
au ministère de l'Air à Ballard. Je vous laisse raconter la scène parce que il faut l'avoir vécu. La scène démarre en septembre 1945. Le groupe auquel j'appartenais qui était un groupe d'Afrique du Nord, stationné en Angleterre, regagnait Bordeaux. J'ai demandé à participer au convoyage, ce qui me semblait normal pour revoir ma famille. Ils m'ont dit, vous avez su gagner l'Angleterre pour vos propres moyens, vous saurez en repartir. J'ai fait un Douvres-Anvers en cargo. J'ai fait Anvers, c'est facile à vérifier ce que je dis, Anvers, Paris, dans un Dodge américain, avec des Américains qui venaient en permission. Et quand je me suis présenté place Ballard au ministère de l'Air, on m'a dit, ici, on ne démobilise pas les mercenaires de Gaulle. Quel scandale. Oui. Voilà. On n'a pas entendu ça dans nos écoles. En septembre 1945. Oui. Septembre 1945. Vous pouvez vérifier. Tout ce que j'ai dit, c'est vérifiable. D'ailleurs, Christian l'a vérifié 2 ou 3 fois. J'ai tout vérifié, bien sûr. Je me suis permis d'écrire dans le livre que cet officier qui a reçu d'une façon aussi surréaliste Jean après une guerre avait sûrement usé davantage de plumes sergent-major au ministère que de grenades offensives. J'avais 2 palmes sur ma croix de guerre et un clou à cette époque-là. Sergent, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que c'est la phrase qui a changé votre vie, Jean ? Bon, je crois que tout cela change parce que j'ai voulu me recaser en 1946, j'ai voulu me recaser en France, mais en tant que Français libre, je n'avais aucune chance. Le Air France était dirigé par des gens de Pétain qui avaient volé, beaucoup de pilotes avaient volé pendant toute la guerre, des Tomé, tout cela, enfin, c'est pas la peine et j'avais aucune chance. J'ai fait des demandes et tout ça. J'ai fait je suis allé à l'ambassade britannique pour raconter mon histoire. Ils m'ont dit, si vous voulez, on peut vous emmener, vous et votre famille. J'ai toujours ma carte de la Royal Air Force d'ailleurs. Ici, comme immigrant en Australie. Mais j'avais les papiers, mais ma femme n'a pas voulu accepter, voilà. Autrement, j'étais australien. Et je suis parti après parce que j'avais un ami qui avait son oncle qui était sous-préfet, qui était gaulliste et sous-préfet à Mascara, qui m'a dit, si tu pars voir en Algérie, tu verras mon oncle, puis après tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne naturellement, nous explique Jean Billot, mais un destin qui n'était déjà pas ordinaire devient vraiment un destin hors du commun à partir de cette époque-là. Parce que Jean Billot, après sa déconvenue, le mercenaire qui ne peut pas être démobilisé, va décider finalement de rejoindre l'armée. Je prends un peu d'avance, mais vous allez découvrir ou redécouvrir tout cela. C'est toujours Christian Paris qui interroge, mais vous allez entendre aussi le général Philippe Carpentier, et vous allez entendre Joël François Dumont, que nous n'avons pas encore entendu depuis le début de ce retour sur le portrait de Jean Billot. Et au fait, Jean, pour vous qui avez été un acteur, vous totalisez plus de 500 missions pendant la guerre d'Algérie. Pour vous, la guerre d'Algérie, c'est une guerre civile ou c'est une guerre ? Non, c'est une guerre civile. C'était pas une guerre. Nous n'étions pas en guerre de toute façon. Nous étions en maintien de l'ordre. C'est pour la raison pour laquelle dans les pirates, dans l'avion il y avait toujours un officier pour commander le tir.
La responsabilité. Il était responsable du tir. Normalement, à chaque fois que nous tirions sur des félagas, bien sûr, nous devions rendre compte à la gendarmerie. Allez, Jean venait de parler du pirate. Je crois que là, il faut peut-être faire une petite parenthèse technique et demander au général Carpentier, parce qu'il connaît bien l'histoire de nos hélicoptères, à quoi ça correspondait. Oui, c'est effectivement. Jean, tu peux peut-être nous parler effectivement de cet hélicoptère qui, à l'époque, était très novateur grâce au colonel Félix Brunet, qui est un homme, sacré parmi les hélicoptères, car il a été très novateur, outre sa forte personnalité, le fait qu'il avait le courage de ses opinions. Il s'est attaqué effectivement à donner toutes ces lettres de noblesse à l'hélicoptère en opération, et notamment à mettre au point, en bricolant avec ses mécanos et tout, cet hélicoptère armé. Donc, mais le concept existe toujours puisqu'il a survécu. On parle toujours du mammouth. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Le mammouth. Oui, enfin le pirate, quoi. Le pirate, c'était un appareil opérationnel de toute façon qui servait beaucoup pour dégager les zones d'atterrissage des commandos. Hein. Moi, je commandais une escadrille, donc j'avais 7 ou 8 appareils continuellement avec moi. Et lorsque nous devions envahir un certain point qui était calculé à l'avance, bien sûr, eh bien, avec le pirate, au départ, nous arrosions généreusement l'endroit où les commandos devaient descendre. Un peu trop généreusement, quelquefois d'ailleurs. Non, mais la base du concept a perduré. Les Américains l'ont utilisé, l'ont développé, utilisé au Vietnam. Et puis, le Tigre maintenant est un des successeurs de ce concept avec un armement qui a grandement évolué. Ah là, c'est un chasseur, cela. Oui, quasiment. Oui. Ça demande d'autres qualités que celles que nous avions pour piloter un pirate. Parce qu'il y a beaucoup d'électronique sur ça. Oui, bien sûr, mais bon, c'est l'évolution normale de la technologie et tout qui est insérée dans les cockpits d'avions. Un avion comme le Rafale maintenant, il n'y a pas que la seule aérodynamique de l'avion qui est importante. Il y a tout le système d'armes qui est à bord, le radar, les contre-mesures, les missiles et tout ça. C'est tout l'ensemble qui est important, quoi. Qui était beaucoup plus sommaire sur un avion de type Mirage 3. Ce qui est important maintenant, c'est le système d'armes. Même un avion avec une aérodynamique, modeste, mais un excellent système d'armes restera un avion dangereux pour un adversaire. Alors, un épisode qui mérite d'être raconté, c'est que pendant la guerre d'Algérie, au moment du putsch d'avril 61, de Chal, Zeller, Jouot et Salan, Jean a joué un rôle déterminant dans l'échec de ce putsch, puisque Jean a concentré tous les hélicoptères momentanément sous sa responsabilité. J'ai transmis des ordres. Ce n'est pas tout à fait. Je commandais la base de Tellerma à cette époque-là parce que la plupart des officiers d'active étaient partis à la veille du putsch. Tout le monde était en permission là, à la veille du putsch. Et j'ai téléphoné, le général, alors j'ai pris les dispositions pour les hélicoptères qu'il y avait sous mes ordres à Tellerma. Et le général Fourquet est arrivé. Je l'avais connu au groupe Lorraine sous le nom de Gory avant. Et il m'a dit, on se tutoyait d'ailleurs, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Alors je lui ai expliqué que j'avais les dispositions que j'avais prises, j'avais réuni d'abord tous les officiers, les sous-officiers et tout cela, pour leur demander leur position vis-à-vis d'Alger.
Et tout le monde était d'accord et sont restés avec moi, aucun problème. Et le général Fourquet est allé à la tour de contrôle, a pris les T-28 qui étaient là et leur a dit, voilà, le patron, ça sera Billot qui est là, et s'il y a quelque chose qui cloche, il viendra m'en référer lui-même. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, il m'a dit, ce que je crains, c'est que les hélicoptères qui sont à Oran et à Alger soient pris par les commandos de l'air. Est-ce que tu pourrais pas faire... Alors, j'ai téléphoné à Sago, et le Sago, qui était au bout du fil, m'a dit, j'arrive avec tous les hélicos, il y a des hélicos d'Oran, j'arrive et on vient à Tellerma, hein. Et alors Fourquet m'a dit, mais attention, s'il y a des commandos dans les avions, dans les hélicoptères qui viennent, du colonel Emery, hein, qui commandait les... Hein, il faut absolument les empêcher d'arriver à Tellerma, hein, par tous les moyens. J'ai fait un rapport là-dessus, le jour même, hein, on m'a demandé un rapport, il est publié d'ailleurs dans un livre, le rapport. Dans notre livre, on l'a publié, Jean. Oui. Alors, Jean, une petite question. Effectivement, la guerre d'Algérie, pour tous les officiers, ça a été souvent terrible parce qu'ils ont dû faire des choix très, très douloureux, être fidèles ou pas. Comment vous l'avez vécu avec les gens que vous avez connus qui ont fait le choix de partir vers l'OS? Oh, c'est difficile à dire parce que j'avais des amis des deux côtés. Oui. Voilà, c'est difficile à dire. Moi, je suis resté dans la légalité. Mais j'étais officier de réserve, hein. Je reste dans la légalité. C'est difficile à dire tout cela. Oui, c'est très compliqué et c'est compliqué. Et même. Ce qu'il y a, c'est que les 4 généraux qui ont pris le pouvoir à Alger, enfin qui essayaient de prendre le pouvoir à Alger, ils avaient une haine de Gaulle, beaucoup, Chal et tous là, c'était certain. Ils étaient dans l'aviation de Pétain formé pendant la guerre ou formé avec le général Giraud. Hein, et se retrouver directement sous les ordres de Gaulle, c'était difficile. Non seulement ça a été très difficile, mais même la 2e DB, hein, ils avaient refusé, même chez nous, ils avaient refusé de mettre la Croix de Lorraine sur nos avions. Hein. Ah, oui. Les équipages qui arrivaient du Maroc ou d'Algérie. C'était pas facile, vous savez. Alors, ces généraux, ils avaient ça ne pouvait pas marcher de toute façon. Salan était le militaire le plus décoré de l'armée française à l'époque. Hein. Ah oui, mais ça veut rien dire, ça. Oui, enfin bon, c'est vrai. Mais c'est vrai que, bon... Mais qui a nommé Salan en Indochine? Vous en souvenez? C'était les bonnes femmes à l'époque qui tenaient salon dans Paris. Bon, on parlait tout à l'heure du capitaine Brunet, mon général. Le capitaine Brunet, quand il a eu inventé cet hélicoptère armé qui était une première mondiale, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est retrouvé au trou à Alger, parce que Salan n'avait pas accepté qu'un aviateur se permette d'armer un hélicoptère. Et quand le général de Gaulle est venu visiter cette unité, et que Brunet, on le voit sur les photos, le capitaine Brunet lui montre à quoi ça sert, et qu'il explique comment ça sert, quand Bijard explique que sans ça, ils ne pourraient même pas faire leur mission, de Gaulle a félicité, et là, Salan, il disait quoi? Voilà, ce sont les vérités, tout ça. Mais en remontant un peu l'histoire de la guerre d'Indochine. Hein, le général, comment il s'appelait, qui avait signé avec Ho Chi Minh pour faire un État associé. Leclerc. Leclerc, il est mort dans un accident d'aviation, paraît-il. Or, le pilote de Leclerc, c'était un de mes grands amis. Le jour de l'accident. Il avait fait 30 missions sur l'Allemagne.
il s'en était sorti vivant avec son équipage. Il était adjudant à cette époque-là. Après, il était passé sous lieutenant et lieutenant. L'accident de Leclerc, pour moi, ça n'a jamais été un accident. C'était en 1947 dans un Dakota. Oui, pour moi, ça n'a jamais été un accident parce que Leclerc voulait faire un accord avec Ho Chi Minh de façon de faire un État associé. Et nous n'aurions jamais eu la guerre d'Indochine si nous avions écouté Leclerc. Mais le gouvernement socialiste, il ne faut pas l'oublier à cette époque-là, et tout cela, ont refusé tous les accords possibles. L'épisode suivant, qui à lui seul va occuper la deuxième et dernière partie de cette émission, relate une longue période. La période que nous qualifierons d'africaine, durant laquelle Jean Billot jouera un rôle de pilote évidemment, d'avion et d'hélicoptère désormais, mais peut-être un peu de James Bond, car dire façon OSS 117, qui reviennent à l'affiche depuis quelques jours, serait blessant pour la mémoire du capitaine Jean Billot. Alors, je vous le laisse écouter et savourer, toujours avec son langage simple, compréhensible du plus grand nombre, mais où, contrairement aux habitudes actuelles, il appelle toujours un chat, alors que les oreilles chastes nous pardonnent, mais c'est un monsieur de 99 ans qui parlait, et nous ne le savions pas encore, mais c'était seulement quelques petites semaines avant qu'il parte rejoindre d'autres cieux, puisqu'il était pilote. J'ai été nommé d'abord pilote d'avion, pilote d'hélicoptère. Bien sûr, j'avais toutes les qualifications. Je suis arrivé au Burundi, l'ambassade ne m'attendait pas, bien sûr, parce que j'étais sous le régime de la coopération, comme un peu partout dans le monde. Vous savez comment ça se passe. Je ne vais pas vous expliquer. Les coopérants ont souvent des doubles compétences, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, double compétence, voilà. Et je me suis présenté à l'ambassade le lendemain. C'est là que j'ai appris, parce que on m'avait mis, la présidence m'avait mis dans un hôtel, et le gardien de l'hôtel m'a dit, tu sais monsieur, il faut pas que tu couches avec une femme noire, parce que ils vont venir te trouver, mais ils ont tous la maladie du singe vert. La maladie, c'était le sida, autrefois. On appelait à l'époque le singe vert. Ça s'appelait la maladie du singe vert. J'ai appris ça un peu plus tard. Alors, aux premières missions, avec le président de la République, Mitchambero, monsieur le président, tout ça, bon, ben, ça se passait bien. Puis, 15 jours après, j'ai dit, écoutez, j'ai eu une idée, là, on va dans les visages à la présidence, vous allez prendre la place pilote, moi je prendrai la place copilote, et puis je vais vous faire voir comment couper les moteurs et tout ça, je descendrai, et puis vous descendrez après avoir tout coupé. Il était le roi dans son pays, il pilotait un hélicoptère, le président. Alors je suis rentré dans le système grâce à cela, voilà. Ouais. Facile, hein. Vous êtes modeste, mais c'est pas ce qui vous a fait rentrer et dans le système et dans l'amitié du président. C'est qu'un jour, on vous passe un coup de fil et on vous dit que le convoi présidentiel est en train d'être attaqué. Ah oui, ça. Vous faites venir un hélicoptère pour vous prendre chez vous et vous rendez vous-même aux commandes, exfiltrer le président alors que les balles sifflent autour de lui. Ça forge une amitié, une anecdote comme ça. Oui, après j'appartenais, quand il y a eu la première révolution, j'étais invité au Conseil des ministres restreint pour donner mon avis sur le... Oui. J'ai fait voir là. J'étais invité. Vous avez vu mes cartes d'invitation là que je vous ai fait voir là, officiellement au Rwanda avec le roi, au Rwanda avec comment il s'appelle Non, vous voulez parler de Bokassa, non? Bokassa, avec Bokassa. Bokassa, c'est encore une histoire, tout cela.
on arrive avec la caravelle. Bokassa était parti à la chasse ou je sais pas quoi avec notre président de la République, Giscard. Alors c'était une grosse bonne femme qui nous attendait là et qui était ministre des Affaires étrangères. Alors ils avaient mis au pied de la caravelle, ils avaient mis le tableau, le tapis rouge là, et de chaque côté il y avait des filles, mais c'était les seins à poil là. Et on passait au milieu comme ça. Alors moi, j'étais avec le président, il y avait 2 ou 3 ministres qui suivaient derrière et tout le monde regardait comme ça parce que le pays, le Rwanda était extrêmement catholique, donc, enfin, entre guillemets, catholique à la façon africaine d'ailleurs. Alors, le soir, c'est la France qui avait payé. Hein. Nous étions une réunion de l'OCAM, je crois. La France avait payé. Alors il y avait du chivas, il y avait un peu de tout. Là. Moi, je couchais dans la chambre d'à côté du président avec la Karetchikov avec moi, hein, toujours. Et à minuit, à 11h du soir, Bokassa est venu nous saluer. Il rentrait avec Giscard, il venait nous saluer. Bonjour Monsieur le Président, bonjour tout ça. La bière, le chivas, le vin rosé qu'aimait Bokassa et tout ça. À minuit, tout le monde était bien parti. Et il commence à danser autour de la table. Toi le blanc, tu danses avec nous. Alors j'étais comme ça, danser avec nous. Il y avait 6 présidents et un blanc là, qui dansaient parce que là il n'y a plus de président, il n'y a plus rien du tout là. Alors Bokassa me dit mais toi t'es au France Française Libre. J'ai dit oui. Alors tu m'appelles Jean Bédel. Ben, j'ai dit Monsieur le Président, il me dit tu m'appelles Jean Bédel. Pas officiellement, mais entre nous, hein, parce que j'étais aux Forces françaises libres, moi aussi. Bokassa, il a fait, pas Birakem, il a fait... El Alamein. Et l'Indochine. Ouais. Et l'Indochine. Ouais. Alors, extrêmement, c'est marrant. Bon, pendant cette passage, moi j'ai noté que vous aviez fait un convoyage d'une Alouette 3 de Marseille à Bujumbura. Bon, rien qu'y penser, ça me fait fantasmer, quoi. Un voyage pareil en Alouette 3, c'est vraiment extraordinaire. Ah ben, avec un réservoir supplémentaire, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. À 180 km/h, ça prend un peu de temps. Ça fait quand même des escales. Oh, on peut en raconter là parce que on a fait une escale dans le Sahara, au Maroc espagnol à cette époque-là, à Tantan, je crois. Hein? Et il n'y avait pas de place pour coucher parce que c'était pris par la bandera espagnole, tout ça. Et là, on a couché au bordel. La patronne du bordel nous a donné une chambre. Elle dit vous fermez à clé. Alors avec Breuil, j'étais avec Breuil là. Et on a vous avez fermé 3 ou 4 heures du matin, ça cognait, il y a des types qui avaient bu beaucoup là de la bandera là, ils voulaient rentrer là, mais non, parce que nous on repartait le lendemain. On repartait, je crois, sur Cap Judy ou je sais pas où là. D'accord, oui. Le parcours de l'aéropostale. Oui, bien sûr. Alors, ben, je l'avais fait nombre de fois en pipère agricole, ça. D'accord. Je connaissais le parcours par cœur, là. Hein. Villa Cisneros, Cap Juby, Cap Bojador, qu'est-ce qu'il y avait encore là? Enfin, tout. Je connaissais à fond tout ce coin-là. Puis j'avais fait de la recherche minière dans le Sahara aussi, pour le BGRPM. Hein. Et j'ai participé avec Morancet, on a tracé les premiers tracés de la ligne de chemin de fer entre comment ça s'appelle là, hein, maintenant. Ça va de Zouarat à Port-Étienne. Ça s'appelle pas Port-Étienne maintenant, je sais pas comment ça s'appelle.
On a fait un tracé en biche 18 avec des fléchettes. On marquait, ben oui, parce que c'était plus facile pour suivre les. On lâchait une fléchette, le mécanicien lâchait une fléchette toutes les 20 secondes ou 30 secondes, là, comme ça, et ça a tracé. D'ailleurs, il est droit, le chemin de fer entre Zouarat et Nouadhibou. Okay. Bon, et là aussi, vous avez vu des choses plus dramatiques. Vous avez vu monter les tensions entre les Hutus et les Tutsis là, qui ont terminé par les massacres du Rwanda. Qu'est-ce que vous avez vu venir cela? Non seulement j'ai vu venir, mais au Burundi, il y a eu 200 000 morts. Ouais. 72. Et je m'entends vous dire qu'il faut des grands trous. Quand il n'y a pas beaucoup de moyens pour mettre entre 100 000 et 200 000 personnes. Hein. Ouais, l'horreur. Ouais. J'ai emmené le président de l'ONU de cette époque-là, comment il s'appelait? Le Suédois, Dag Hammarskjöld. Oui. Le Suédois qui meurt dans un accident d'avion particulier? Oui, après. Les noms. J'ai une tête qui part en morceaux là. Oui, elle est encore bien faite. Hein, on peut oublier beaucoup de gens à l'ONU, c'est vrai. Hein. Oui, il y a eu, ils se sont tués entre eux. Hein. J'ai vu un jour, j'emmenais le ministre de l'Intérieur, je l'emmenais sur les lieux, là, en L3, là. Je l'emmenais sur les lieux, là, et je me pose à côté d'un endroit où il y avait des soldats, là. Et il y avait deux types à genoux, là, et ils les avaient pris en train de mettre le feu juste à côté. Pas de jugement, clac, clac, une balle dans la tête, allez, c'est parti. Alors, il y a autre chose aussi, Jean. Vous avez eu une autre activité en Afrique. Vous avez été pendant des années l'interlocuteur du président de la République, souvent avec l'Élysée. Parce que l'ambassade, souvent, ça fonctionnait pas. Donc, vous étiez non seulement le pilote des chefs d'État africains, vous étiez leur confident, vous étiez aussi leur ami, et vous étiez le lien direct avec le général de Gaulle, qui quand même était le président de la République française. Ça n'est pas rien. Mais je vais vous dire une chose que l'on m'a fait dire à chaque fois que vous avez un renseignement important à Paris, hein, ne le dites jamais à votre ambassadeur. Parce que votre ambassadeur, il attend tout du Quai d'Orsay. Alors il faut tout ce qui pourrait déplaire au Quai d'Orsay ne peut pas passer par votre ambassadeur. Il n'y a pas qu'en France. Vous savez, en Allemagne, le chancelier Adenauer avait envoyé à Paris un colonel que j'ai bien connu, le colonel Buchs. Le colonel qui est en plus docteur, c'était bon. Le colonel Buchs avait été envoyé, Heinrich Buchs avait été envoyé à Paris où pendant 5 ans, il a été l'homme qui ne voyait que le général de Gaulle en tête à tête à l'ambassade. Il rentre à l'ambassade, il y avait le général allemand attaché militaire, et puis l'ambassadeur, alors, comment ça s'est passé? Il répondait, c'était très intéressant, je prends le train ce soir à 20h, j'ai rendu le chancelier d'Allemagne demain matin à 9h30. Il n'est jamais passé général, je peux vous dire, parce que et les entretiens, il en a eu, cet homme. Et c'est lui qui a tout organisé, qui a organisé la grande visite à Reims, dans la cathédrale, mais aussi derrière, ce défilé de troupes allemandes, de blindés allemands à côté de Reims, à Mourmelon, je crois, au Sissonne, dans les camps. Et même des Français avaient estimé que, quand même, là, De Gaulle en faisait peut-être un peu trop. Mais cet homme a été pendant 5 ans le trait d'union entre la France et l'Allemagne. Son fils est un homme exceptionnel. Il a tout, son père, il a épousé une Française d'ailleurs. Il a été en allemand, il était parachute à Orléans. Et moi, je l'ai connu pendant des années. Il a terminé sa carrière il y a très peu de temps. C'est aussi un jeune retraité. Il était le directeur général du personnel d'Airbus, par FDADS à l'époque à Paris. Mais des hommes exceptionnels. Et l'ambassade d'Allemagne à Paris, elle était quoi? Elle était comme le Quai d'Orsay. C'était les Américains, c'était la CIA. Donc, si vous voulez, le général de Gaulle et le général d'Allemagne avaient imaginé quelqu'un
qui faisait une liaison. Et j'ai rencontré un homme qui est, je crois, plus âgé que vous, Jean, qui se porte comme un charme, qui était à l'Institut Charles de Gaulle, qui a été, on a interviewé longuement, notamment il n'est jamais passé sur l'antenne française. Bon, il avait la dignité d'ambassadeur de France. Et cet homme a été le professeur d'agrégé d'allemand, c'est lui qui avait préparé le discours général de Gaulle en Allemagne. Et quand je lui ai parlé du colonel Buch, il ne connaissait pas. Ça veut dire que même le conseiller Allemagne à l'Élysée du général de Gaulle ne connaissait pas l'existence de ce lien direct entre le chancelier Adenauer et le général de Gaulle. Pardon pour cette parenthèse, mais c'est pour montrer qu'il n'y a pas que les Français qui méfient leurs ambassades. Et il y a aussi les étrangers, parfois. Oui, vous savez, moi, ce que l'on m'avait dit, le Quai d'Orsay ne veut qu'entendre qu'une certaine politique. Et il y avait beaucoup de choses qui se passaient pas, heureusement, grâce à M. Focard. Oui, enfin, tout cela... Pourtant, le général de Gaulle a quand même apporté un grand changement en France. On a eu pendant, par combien, 50 ans, une politique de défense qui était relativement offensive et une politique étrangère qui était le contraire. Donc, au moins, on a aligné la politique de défense française avec la politique étrangère de la France. C'était quand même un grand changement. Enfin, il y en a eu d'autres, hein. Bon. Ben, quand même, je vais leur donner la parole à Christian, parce que, Christian, qui est-ce qui a mis un terme à la carrière exceptionnelle à ce roman en Afrique? Parce que, faut peut-être le dire, il y a des moments de vérité parfois. Qu'est-ce qui a mis une fin à cette carrière africaine exceptionnelle de Jean? Alors, après 10 ans de Burundi, et un coup d'État par Jean-Baptiste Bagaza, qui a évincé Michel Michombero, qui était devenu l'ami de Jean, Jean a été affecté aux Comores, comme pilote et comme conseiller du président comorien Ahmed Abdallah. Ahmed Abdallah était un ancien sénateur français qui était président de la commission des affaires étrangères. Jean, très rapidement, a gagné la confiance de Ahmed Abdallah, au point que le matin, à 10h, Jean passait chez le président, qui faisait un point ensemble de la situation intérieure et internationale. Le président aimait ces échanges avec Jean. Et quand le Premier ministre se présentait chez le président à cette heure-là, le président lui faisait répondre qu'il ne pouvait pas le recevoir, qu'il était en audience. Et l'audience, c'était Jean Billot. Et Jean Billot a dénoué un certain nombre de problèmes. Alors, il y en a quand même un que je vais vous raconter pour arriver à... Oui, parce que... Il y avait un problème avec l'Afrique du Sud, c'est-à-dire que la France vendait des armes à l'Irak et à l'Iran, des Mirages, et les pièces détachées venaient en partie d'Afrique du Sud. Mais comme l'Afrique du Sud était sous embargo, il y avait un vrai problème. Donc les Sud-Africains, et je vous dirai grâce à qui après, se sont ouverts du problème auprès de Jean, qui est allé voir le président Abdallah, en lui disant il n'y a qu'une solution, il faut délivrer une trentaine de passeports comoriens africains qui seront désignés, et puis... c'est Bob Denard qui a monté l'affaire, hein. J'allais vous passer la parole. Les Sud-Africains munis de passeports comoriens pouvaient partir sans problème d'Afrique du Sud avec les pièces détachées de Mirage français. Ils allaient ensuite en Arabie Saoudite et ce sont les Saoudiens qui faisaient le dispatch. Et si Jean avait eu ce contact privilégié, c'était grâce à Bob Denard qui était l'ami proche de Jean. Et Jean va nous en parler. Peu de gens ne connaissent aussi bien que lui. C'est de l'histoire. La France a vendu des Mirages à l'Iran et à l'Irak, et il y a eu cette guerre Iran-Irak. Donc on ne pouvait pas... on fournissait des pièces détachées qu'à personne. Les usines d'assaut fonctionnaient à Johannesburg. Donc, pour pouvoir... Les Sud-Africains n'avaient pas le droit de se poser à Jeddah. Ils étaient interdits, l'Afrique du Sud, en Arabie Saoudite. Alors, pour qu'ils puissent se poser à Jeddah, en emmenant des pièces détachées, bien sûr, les équipages avaient des passeports comoriens.
Et l'avion qui partait de Jobourg se posait à Moroni. À Moroni, et on lui mettait Air Comore dessus. Hein, et il partait qu'avec Air Comore et il se posait à Jeddah. Alors j'ai demandé au pilote là, il dit nous on n'en sait rien mais on livre ça aux Arabes, mais c'est les Arabes qui faisaient le dispatching des armes à travers Israël. J'ai appris tout cela comme ça. Hein. Donner un peu plus d'armes. D'ailleurs, les mirages d'Irak sont partis en Iran ou inversement pendant un moment. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. C'est amusant d'avoir. Maintenant, de raconter, c'est rien là, mais quand on est dans l'action, c'est sympa. Et ce que Jean vous dira, c'est que son ami Bob Donner je vous ai emmené au ministère des Affaires étrangères à Johannesburg. Ah oui. Il y avait quand j'allais, non, il était à Pretoria, hein, et le Bob, il avait sa représentation au ministère des Affaires étrangères sud-africain au ministère des Affaires étrangères à Pretoria. Donc, tout ça, c'est des combines, hein. Il y en a une de grosse combine, vous avez quand même vécu. C'est ce qu'on appelle le carrefour du développement. Pour la question de Joël François, qui mérite vraiment d'être exposé parce que ça résume beaucoup de choses. Le 12 décembre 1984, il y avait à Bujumbura, au Burundi, un sommet des États africains. Ah oui. Donc, alors qu'est-ce que c'était que cette opération? C'était effectivement une initiative française qui visait à se faire rencontrer des chefs d'État africains. Le financement était assuré par la France et le budget alloué pour organiser cette manifestation était à peu près 5 fois ce qui était nécessaire. Le carrefour du développement. Quand les gens devaient piloter son président Abdallah à Bujumbura, quand l'Élysée l'a appris, l'Élysée a mis son veto, pour 2 raisons. Un, parce que Jean était identifié comme un gaulliste historique, et 2, que l'Élysée savait que Jean connaissait tout le monde à Bujumbura. Le président de la République, Jean-Baptiste Bagaza, le chef d'état-major des armées. Je lui avais sauvé la vie à Bagaza, hein. Je lui avais sauvé la vie à Bagaza. En tirant avec votre Kalachnikov sur ses agresseurs. Hein? Oui, pilote mitrailleur. C'est d'être au bon endroit au bon moment, puis avoir la chance. Donc, hein. Pour terminer, si vous permettez, Jean, pour terminer l'affaire du Carrefour du Développement, le président Ahmed Abdallah tenait à ce que ce soit son pilote qui l'accompagne à Bujumbura. L'Élysée a été inflexible, donc le président Abdallah y est allé autrement. Et pendant qu'Abdallah était à Bujumbura, le 15 décembre 1984, l'ambassadeur de France est venu lui signifier son retour immédiat en France et la fin de sa mission, ce qui était totalement illégal, puisque Jean avait un contrat, et Jean a fait un procès, et Jean a terminé sa carrière. Peut-être de la seule façon qu'il aurait jamais imaginé de la terminer, en faisant un procès à la France. Toute sa vie, il a risqué sa vie pour la France, il s'est engagé pour la France, et en fin de carrière, il a été obligé, pour faire reconnaître ses droits, de faire un procès. Et je terminerai de la façon suivante, d'une façon synthétique. Mettez d'un côté, sur une page, l'ensemble des décorations de Jean Billot, toutes gagnées sur les champs de bataille, et sur l'autre page, la décoration de celui qui est responsable de la mise à pied de Jean.
une seule décoration, la francisque du gouvernement de Vichy, et un seul titulaire, François Mitterrand. Alors, il faut quand même rappeler le livre, qui est un livre magnifique, le livre de Christian Paris, De Gaulle m'a donné des ailes, ou La vie extraordinaire de Jean Billot. Il est très bien écrit, hein. Il est très bien écrit. Et je peux vous dire une chose, c'est que je pense au général François Mermet, qui est un aviateur, qui a découvert des choses. Il a été le patron de la DGSE. Il m'a dit, attends, j'ai appris des choses. Je savais des choses à Paris. On savait beaucoup de choses. On pouvait en savoir même plus. Mais j'ai appris des choses que je ne savais pas à l'époque sur ce sujet. Voilà. Donc, merci, un grand merci à tous. Merci, mon général. Merci, Jean. Merci, Christian. Je dirais franchement, ce livre, il a un autre avantage. On n'est pas obligé de le lire par le commencement. Parce que où qu'on le lise, sont des chapitres différents, sont des histoires différentes. Et je veux simplement prendre une seule première phrase, la toute première phrase, de celui qui a signé la préface. Elle est courte et la préface est excellente. On la doit à Michel Tonini, un astronaute. Ce livre, qui est le récit d'une vie, se lit comme un roman. Mais il s'agit bien d'une histoire vraie. Le lecteur est captivé du début à la fin de cet ouvrage qui l'amène dans plusieurs zones du monde où la France a été très impliquée pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un grand merci. Merci Jean, merci de votre gentillesse, de votre témoignage, de votre moi courage. Qui vous remercie. Ça me fait passer, dans mon confinement, ça me fait passer un temps agréable. Alors, Jean, permettez-moi deux questions. Avez-vous jamais été invité par une télévision publique française? J'ai bien entendu non. CQFD. J'étais accompagné par des généraux, par le général Paloméros à York, grand monsieur d'ailleurs, et le général qui nous a présenté à la reine d'Angleterre, avec moi et Otto. Nous étions les deux seuls Français d'ailleurs à être présentés comme vétérans lors de l'inauguration à York du monument des groupes lourds par la reine d'Angleterre, et il y avait deux vétérans français. Et il n'y avait aucune télévision. Et accompagné par le général Fouillant et par l'ambassadeur Hélier, je crois. Hélier. Hélier ? Oui. Hélier, c'est l'actuel patron de la DGSE. Oui. Et le général Fouillant a terminé sa carrière militaire comme commandant des forces aériennes stratégiques. Très bien, Fouillant. Extrêmement sympathique avec nous, là. Moi, j'étais civil. Oui, non, mais il est pareil avec tout le monde. Oui. Voilà. Et puis, oui, je crois qu'on peut remercier Christian, parce que avec les aventures de Jean, on pouvait faire 3 bouquins comme ça pour le faire. Le style est clair, concis, précis, du style d'aviateur. Merci. Voilà. Jean Carpentier, vous connaissiez Jean parce que vous l'aviez invité. Vous êtes le président de l'association des Amis du Pyrénées, donc le Pyrénées. Oui, j'y suis allé. Voilà. J'appartiens d'ailleurs. Mais il y a fort longtemps, il y a 15 ans ou 20 ans, on m'avait donné l'insigne des Pyrénées là que je dois avoir là. Le minou. Ouais. Le minou rouge. Ben voilà, on a raconté quelques. Il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses à dire. Vous voyez, la voix du Béarn, on se donne le temps. Dans une vie, il y a tellement de choses à faire. Par ordre de grade, mon général, mon capitaine, mais par ordre de respect, mon capitaine, tout d'abord. Merci beaucoup de ce très grand moment de radio. Merci beaucoup. Je suis commandant dans Alors, le civil. mon commandant, pardon. Mon commandant. Merci Pardon pour ce crime de lèse-majesté. Pilote de ligne. Oui, commandant de bord. Voilà. Nous vous avons proposé aujourd'hui un portrait de Jean Billot, un Français qui, parmi les autres Français, a œuvré à faire recouvrer la liberté à ceux qui étaient encore sur la terre de France depuis l'extérieur. Un homme modeste que Jean Billot, vous l'avez entendu, mais dont la vie bien réelle n'aurait pu figurer dans aucun roman. L'ouvrage en aurait perdu toute crédibilité. Pour le cinéma, il y aurait matière à réaliser plusieurs longs métrages historiques entre 1939 et les années 1990. Mais quel producteur
se lancerait dans la promotion de pareilles aventures aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ce Français-là, parti vers d'autres cieux en 2020, ce grand pilote, victime d'un virus planétaire alors que 3 guerres, dont une mondiale, et bien des périodes troublées partout dans le monde, l'avaient épargné, a eu un destin hors du commun qui méritait largement ce bien trop petit hommage. Et ce sera donc une dernière occasion de dire au revoir à Jean Billot et un grand merci au général Philippe Carpentier, au commandant de bord Christian Paris et évidemment à Joël François Dumont. Rendez-vous très bientôt sur cette même antenne. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.